Chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans ce troisième opus consacré au coup d'État à bas bruit de la Ve République. À bas bruit, je le répète, car toutes ces transformations qui ont dénaturé notre République et affaibli notre démocratie se sont faites sans faire couler une seule goutte de sang et pourtant les conséquences en ont été majeures. Alors de tous les coups d'État à bas bruit que nous explorons ici, évidemment celui qui concerne l'Union européenne est le plus emblématique et le plus porteur de conséquences funestes pour la France. Tenter d'appréhender l'Union européenne d'un point de vue politique en 2024 n'est pas bien difficile. Au fond, c'est l'histoire avant tout d'une arnaque. C'est l'histoire de gens inconséquents et naïfs qui se sont imaginés, après la guerre froide, que notre continent n'avait plus besoin de souveraineté. Voilà. Dans le sillage de l'effondrement de l'URSS, à l'aube des années 90, ils ont en fait succombé à l'air du temps, s'imaginant que si eux renonçaient à la souveraineté étatique, les autres nations du globe en feraient de même. Ce doux rêve était quand même d'autant plus facile à cultiver que l'Europe ne craignait absolument pas pour sa sécurité, puisque l'oncle Sam et l'OTAN veillaient au grain. Hélas, et alors que tout est venu démentir cette illusion, ils n'ont absolument pas corrigé le tir. Non, la comète a juste continué d'accélérer sur sa lancée. Pourquoi ? Pourquoi ? Honnêtement, à bien y réfléchir, l'argument qui me paraît le plus convaincant est de nature psychologique. C'est un problème de mentalité. Et d'ailleurs, ce problème de mentalité, chez nos élites progressistes, explique beaucoup de choses en fait sur la sclérose de la situation française et plus globalement de la situation européenne. En gros, nos élites progressistes ont un sentiment de supériorité morale. Voilà. Que rien ne vient jamais contrarier vraiment. Voilà. Que ce sentiment de supériorité morale, en fait, il s'applique à des masses récalcitrantes en Europe. Les ploucs, qu'est-ce que vous votez mal, ou qu'il s'applique finalement à d'autres acteurs étatiques. Mais nous avons la démocratie et le multilatéralisme. Vous pouvez prendre les choses de la façon que vous voulez, à chaque fois, vous les voyez en fait, c'est devenu des curés. C'est devenu des curés, voilà. Et ça explique pourquoi il y a ce côté comète lancé sur sa trajectoire. Voilà. Il y a peut-être d'autres facteurs, et pourquoi il continue, en dépit des faits qui viennent tout contredire, voilà, c'est ça, c'est dans la tête. Donc, renoncement à la souveraineté. Quand je dis renoncement à la souveraineté, je fais bien sûr référence d'abord, évidemment, à la souveraineté nationale, mais aussi, en fait, pourquoi pas, à une éventuelle souveraineté européenne. Car si ces élites gouvernantes avaient été sérieuses et conséquentes, si leur doux rêve avait duré 6 mois, et s'ils ne s'étaient pas seulement agi pour ces hurluberlus de travailler, en fait, à l'extension du capitalisme financier, ce qui, en fait, aura été leur seule boussole constante. Voilà. En fait, ils auraient œuvré à la mise en place d'une Europe européenne, c'est-à-dire un projet mêlant identité commune et recherche d'une puissance révolue, perdue. On aurait donc pu avoir une Europe fédérale, alors certes, pas aussi aboutie que les États-Unis d'Amérique, mais une Europe agissante, tournée vers la défense de ses peuples et de ses intérêts. Attention, je ne dis pas qu'un tel projet d'Europe fédérale aurait été viable. Peut-être qu'il n'aurait jamais dépassé le domaine de l'utopie. Je dis seulement qu'il aurait eu la vertu de la cohérence, du sérieux, une certaine gueule, une recherche de grandeur, et que cela quand même aurait été autre chose que cette Europe de soumis et de bouffons là que nous avons sous nos yeux. Une Europe qui est finalement la risée du monde, qui ne fait plus envie, qui ne contrôle rien, qui est incapable de décisions agiles et encore moins d'agressivité dans un monde de plus en plus chaotique et dangereux. Donc voilà. L'arnaque, ça a été de faire croire aux gens de tout un continent qu'un monde sans souveraineté allait les emmener vers des lendemains qui chantent. C'est Wind of Change, de Scorpions, vous voyez, pendant 30 ans. Alors c'est bien de faire n'importe quoi, on peut se faire plaisir, sauf que noyer notre civilisation européenne dans le marché, l'affairisme et le désarmement politique, et même le désarmement tout court, c'était en fait littéralement préfigurer son effacement, voire son effondrement. Voilà. Donc la blague nous laisse quand même un goût amer. Alors dans le jargon de ces tarés qui ont œuvré à la mise en place de ce projet mortifère,
On ne cesse d'évoquer, alors là je les cite, c'est dans les traités européens, un processus d'union sans cesse plus étroite. Pour ne pas parler, que c'est bientôt bien plus de ça dont il s'agit, d'abandon de souveraineté et d'extension du domaine de l'incapacité politique. À chaque étape de ce pseudo-processus d'union, en vérité vous l'avez compris, de dissolution, chaque étape donc, ses promesses déçues. La mise en place par exemple du grand marché intérieur européen dans les années 1980 devait rapporter des points de croissance faramineux, qu'on n'a jamais vus. La naissance de l'euro devait s'accompagner d'une harmonisation fiscale et sociale, bien sûr, qu'on n'a jamais vue. Et le plus grotesque étant au tout début du siècle, je cite la volonté de faire de l'Europe, attention, l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Oui, alors c'est aussi dans l'ADN de l'UE de se la péter. Voilà, ce qui ne la rend que plus ridicule aujourd'hui. Car le résultat finalement aura été pour la France et ses partenaires un décrochage technologique accablant, une désindustrialisation galopante et une croissance économique atone. Bon ok, c'est entendu, l'Union européenne aura été une chimère, poursuivie par des élites médiocres, fascinées par le capitalisme transnational, et peut-être aussi, en fait, par l'argent. Alors pourquoi parler de coup d'État à bas prix ? Eh bien, parce que cette arnaque, d'une part, elle a largement été imposée aux Français, à qui on dénie d'ailleurs en corollaire le droit de la remettre en question. Mais aussi parce qu'elle a réussi à lui subordonner en fait le politique, on le verra par le jeu du droit. Alors, sur le premier point, certes, les Français, ils ont été consultés sur la ratification du traité de Maastricht en 1992, mais c'est là finalement le seul véritable moment démocratique européen. Absolument tout le reste, leur aura été imposé, y compris d'ailleurs l'élargissement de l'Union européenne à 27 membres. Cette extension, pourtant, elle aura eu 3 conséquences funestes et qui, en plus, étaient quand même prévisibles. 1. Promettre l'UE à la sclérose. Voilà. Deuxièmement, rendre beaucoup plus difficile forcément la défense des intérêts français. Et troisièmement, faciliter l'affirmation arrogante de la Commission européenne qui, dans le système politique de l'UE, c'est important de l'avoir en tête, dispose du monopole de la proposition législative. Mais il y a pire. Pire. C'est le fameux traité de Lisbonne, dont la ratification en 2008 par nos salauds de parlementaires, pardon de les appeler ainsi, j'aime pas trop ça, mais j'ai pas d'autres termes en fait pour des gens qui trahissent en fait la volonté populaire, mince quoi, on est en démocratie, il y a des choses qui se font pas et c'est pas acceptable. Donc traité de Lisbonne, qui impose aux Français en 2008, peu ou prou, le projet de constitution qu'ils avaient majoritairement rejeté le 29 mai 2005 pour être précis. Et puis depuis, plus rien, pas de nouveau référendum, toujours plus de place pour la Commission européenne et la Cour de justice de l'Union, et moins de prise de la France et des Français sur le monstre bruxellois. Et maintenant le deuxième point, les juges. Les juges. Et oui, par le jeu des jurisprudences européennes et nationales, la caste des juges aura fait de l'Union européenne et de ses normes un impératif suprapolitique. En sorte que non seulement notre Parlement national passe la majeure partie de son temps à transposer les directives européennes, avec souvent d'ailleurs un zèle imbécile, mais la loi qu'il élabore est elle-même strictement soumise à la législation européenne. Il faut que nous regardions les choses en face et que nous nommions le désastre pour notre démocratie. Regardons les choses. Notre Parlement est devenu une sorte de chambre d'enregistrement et la marge de liberté qui lui reste est elle-même scrupuleusement soumise au traité européen et au vaste corpus juridique qui lui est associé. Nous touchons là à l'une des causes fondamentales de notre impuissance politique. Certes, notre élite politique est médiocre, l'affaire est entendue, nous n'avons pas de chance. Mais vienne un ministre ou un député un peu plus éclairé ou courageux que les autres. Il ne peut pas gagner contre ce que j'appellerais le MEE, c'est-à-dire le mur des enfers européistes. Sa volonté politique, aux députés ou aux ministres, même assise solidement sur le vœu majoritaire des Français, se brisera sur ce mur, dont les gardiens farouches sont la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel français. Ces 3 juridictions
constituent en réalité la sainte trinité du temple européiste. Et cela par la magie de la supériorité des normes européennes sur le corpus juridique français. Les Français ont vécu tout cela de loin. Cette arnaque politique s'est largement écrite sans eux, et on leur a vendu la paix, la prospérité, et le mur des enfers européistes est resté finalement loin de leurs préoccupations quotidiennes. Et on peut les comprendre. Du coup, on s'imagine vivre dans la continuité d'une république démocratique, alors que celle-ci n'existe plus. Car si c'était le cas, un référendum, ou même une loi ordinaire postérieure aux traités européens, pourrait traduire en acte la volonté politique majoritaire des Français. La médiocrité globale du personnel politique fait partie de l'explication. Mais il nous faut regarder la lune et non le doigt. La réalité, c'est que notre État, en fait, est en lock. Voilà. D'abord, il a perdu trop de prérogatives pour nous protéger. Il n'a plus la main sur la politique commerciale ni sur la monnaie. C'est tout juste avec le dogme de la concurrence libre et non faussée qui règne à la Commission de Bruxelles s'il peut déployer encore une politique industrielle. Je ne parle pas de la politique agricole qui elle-même est corsetée par les règlements européens. Autant dire qu'il n'y a plus de macroéconomie. Il n'y a plus de macroéconomie en France. Et c'est pour ça, et à juste titre, que nous avons l'impression que les gouvernements successifs ne savent plus qu'une chose, faire qu'une chose, taxer. Taxer. Car taxer, notre État national le peut encore. Il en a encore la prérogative et il ne s'en prive guère. Et là, il est question d'économie, mais on pourrait tout aussi bien parler de nos frontières, qui en réalité sont inexistantes. Donc, de Vauban à l'espace Schengen, voilà, des siècles pour les élaborer et les défendre, nos frontières. Et maintenant, l'espace Schengen oblige, et ben, voilà, nous sommes une véritable passoire pour le monde entier. J'ai d'ailleurs trouvé la nouvelle devise de l'Union européenne. C'est passoire et serpillière, ou serpillière et passoire, comme vous préférez. Notre État français a donc perdu, avec le temps, ses principales prérogatives. Mais les lacets qui lui lient les mains se renforcent au fur et à mesure que la caste des juges, européens et français, développe et consolide ses jurisprudences. Nous sommes donc entrés dans une ère d'impuissance politique aggravée, et si les choses continuent ainsi, face au chaos du monde, nous succomberons en tant que civilisation libre et indépendante. Nous n'avons donc pas le choix. Il faut revenir à la case nation. Il faut revenir à la case nation. Ça veut dire qu'il faut faire revenir le pouvoir et tout le pouvoir à Paris et dans nos provinces. C'est aussi ainsi, en fait, que notre élite sera contrainte de tenir compte de la volonté populaire, car elle ne pourra plus compter sur l'UE et les juges pour imposer à notre peuple des politiques dont il ne veut plus. Si nous revenons à la case nation, comme je le préconise ici, sera-ce la fin de la coopération européenne? Seuls les imbéciles peuvent le croire. Le retour à la case nation sera une forme de réappropriation, mais c'est absolument pas incompatible avec une politique de civilisation à l'échelle européenne. Sauf que cette nouvelle maison commune qu'il faudra bâtir sur les ruines de cette abominable Union européenne sera une confédération de peuples libres, tournée vers quoi? Vers la défense de nos identités et de nos intérêts de civilisation spécifiques.